André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue, vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes une des grandes figures du monde médical et sur les questions de santé publique et de défense des hôpitaux. Vous avez été l'un des initiateurs d'une pétition qui est accessible sur change.org, qui est intitulée « Pour la Sécu », qui compte, je regardais tout à l'heure, 230 000 signataires, et avec un texte très pédagogique, très simple, qui explique en quelques phrases les enjeux fondamentaux dont nous discutons aujourd'hui. Alors, pour vous interroger, ma collègue Martine Orange, qui connaît bien toutes ces questions, elle vous pose la première question. Alors justement, on a beaucoup parlé des déclarations de M. Fillon, comme l'ont souligné les précédents intervenants, ça a été une des déclarations qui ont remis la sécurité sociale et le sujet de la sécurité sociale au centre des débats, ce qui est une première finalement dans un débat présidentiel. Et vous avez fait tout de suite une tribune en réponse, où vous aussi, vous prononcez pour la création d'une assurance complémentaire qui serait sur le modèle un peu mosellan, où ça serait une complémentaire garantie par la sécurité sociale. Alors j'ai envie de rebondir sur ce qu'ont dit vos prédécesseurs. Vous vous classez dans le camp des réformistes ou des révolutionnaires, si je puis dire, dans ce cas vous... Carrément réformiste. En ce qu'on propose Fillon, c'est pas du tout de diminuer des dépenses de santé. C'est de prendre 20 milliards et de les faire gérer par les complémentaires. Il n'y a aucune diminution de dépenses. Il y a même une augmentation vu les coûts de gestion des complémentaires. Le problème, vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, on met le thème de gaspillage, d'abus en permanence. En gros, ce qu'a dit, un collègue m'a dit de Nantes, c'est que c'est comme les médecins qui prescrivent. Donc, ce n'est pas les malades qui prescrivent les examens complémentaires, ce n'est pas eux qui disent j'ai un nodule dans la thyroïde, il faut me l'enlever, etc. Mais dans le compromis historique de la Sécu, qui n'est pas le programme du Conseil national de la résistance, c'est un compromis qui va se faire avec les mutuelles et qui va se faire avec la médecine libérale. Il est entendu qu'on reste au paiement à l'acte. Il reste entendu que les médecins ont la liberté d'installation. Il reste entendu que c'est l'affaire du tiers payant, mais c'est inscrit dans la médecine libérale. Les honoraires sont entre le patient et le médecin. Et en 1980, Raymond Barre crée le secteur 2, dépassement d'honoraires. Donc c'est une lutte permanente. Le premier conventionnement avec les médecins date des années 70. Donc c'est un combat qui a existé dès le début. Quand on dit que la Sécu rembourse à 80% dans le projet initial, mais ce n'était pas le cas en 1945. Ce 80% n'est atteint qu'en 1980. Donc, il faut voir que ce combat, il est permanent. Alors, le remerciement, en gros, vous avez été gentil avec Fillon, parce que le remerciement devient à Juppé qui a sorti oui, parce que le lapin, il était dans le sac, personne ne le voyait. Personne n'en a discuté. Enfin, nous, on l'avait vu. Mais tout d'un coup... Alors, la pétition qu'on a faite, elle est un minimum républicain. On dit, il ne faut pas réduire encore le remboursement par la sécurité sociale. À partir de là, on rompt le pacte républicain. Ceci dit, comme l'a dit Frédéric Pierru, la tendance naturelle, c'est de ne plus rembourser de moins en moins les soins courants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les classes moyennes, si vous êtes bien portant, si vous dites « mais moi, je ne bois pas d'alcool, mais moi, je ne fume pas de tabac, je n'ai pas de maladie familiale », la Sécu me rembourse de moins en moins, je dois payer une complémentaire, donc je paye 2 fois. C'est exactement ce qui se passe aux USA. Pourquoi Obama a eu tant de mal? Parce qu'un Américain, cadre ou cadre moyen, il a, pour la solidarité Medicaid, Medicare, qui lui rembourse rien, c'est-à-dire c'est pour les gens très pauvres et pour les personnes âgées, et puis pour lui, il a une assurance privée. Donc ils en sont, eux, à 17% du PIB. C'est 9 000 $ par habitant, pour des résultats catastrophiques. C'est un pays dont les résultats de santé publique sont catastrophiques. En France, on est à 11% du PIB, on est 6e, on dit qu'on dépense beaucoup. Non, on est 6e en pourcentage du PIB, et on est 13e en dollars par habitant. On est derrière l'Allemagne, derrière le Japon, derrière la Suisse. Enfin bon, donc on est dans les pays riches. Alors néanmoins, il y a quand même un vrai sujet.
Hein. Si la Sécu rembourse avec une médecine libérale et avec une industrie qui est une industrie commerciale, il ne faut pas se tromper, et même sur les transports, qui sont des transports privés, les transports sanitaires, il y a effectivement des problèmes de rente ou de gaspillage. Bon. Alors, vous les évoquez dans votre pétition. Oui, voilà, il ne faut pas le nier, parce qu'autrement, si on dit ça... Alors, et vous évoquez des montants très importants. Mais oui, très importants. Vous avez même la disparité. Vous avez, par exemple, pour les nodules thyroïdiens, si vous faites des échographies à tout le monde, vous allez trouver beaucoup de nodules. Alors, l'intervention sur la thyroïde, ça varie d'une région à l'autre pour des taux identiques de 1 à 4. Bon, les pacemakers, c'est connu, les stents coronariens aussi. Donc, vous avez une variabilité dont certains peuvent dire, certains n'en font pas assez, mais d'autres en font trop. Donc, on a une règle qui est une règle économique due à la solidarité, mais aussi une règle éthique médicale, qui est le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité. Est-ce qu'elle est vraiment appliquée? On a de la marge quand même. En France, vous pouvez dire, je suis contre les génériques, j'en veux pas. Ben, la Sécu vous rembourse. Votre médecin, il marque. C'est 1 milliard, hein, cette petite histoire. Alors, si je me souviens bien... je pense qu'on a à dire, c'est un bien très précieux, c'est pas un bien illimité. Alors, on n'est pas au-delà des dépenses des autres pays, on est quand même les pays riches, on est très au-dessus de l'Angleterre. Et c'est ça qui fait peur. Quand on dit tout public, alors il y a une confusion entre remboursement et gestion. La gestion des systèmes de santé anglais, c'est pas seulement le remboursement, c'est la gestion. Et évidemment, une gestion publique fait peur. Pourquoi? Parce que c'est le rationnement. Les Anglais ont une médecine rationnée. Bon. En France, ça n'a pas été le cas. Alors, ça a été génial de 45 pendant les 30 glorieuses. Et puis, à un moment, les dépenses santé... Alors, effectivement, les dépenses santé augmentent de 3% par an, 3 à 4%. Et la ministre se vante d'avoir comprimé les hôpitaux, retardé un certain nombre de médicaments très coûteux, et bon, finalement d'arriver à un équilibre financier au prix de conditions de travail dans les hôpitaux qui se dégradent. Enfin, oui, je disais 1,5 milliard d'économies à faire dans les hôpitaux en 2017. Vous programmez une défense des hôpitaux qui va augmenter de 3%, parce que le prix des médicaments augmente, parce qu'il y a plus d'internes, parce qu'on fait pour les urgentistes des mesures, ou pour les sages-femmes des mesures, enfin, bon, parce qu'il faut entretenir les bâtiments, etc. Donc vous avez une augmentation programmée de 3,5%, et l'Assemblée nationale vote un budget à 2% d'augmentation. Donc vous mettez la moitié des hôpitaux en déficit automatiquement. Et la seule façon pour un directeur de revenir à l'équilibre, c'est d'augmenter l'activité autant qu'il peut, ce qui est complètement fou, sans augmenter le personnel. Alors, donc, voilà les conditions de travail dans les hôpitaux. Justement, vous avez dénoncé depuis plusieurs années dans l'évolution de l'hôpital devenant une entreprise et devant être rentable, hein, avec le système de tarification, avec le système... Est-ce que vous avez... c'est une marche en fin? Vous avez l'impression que... C'est une marche longue qui est programmée. Donc, dans le programme de M. Fillon, on a pris... Parce que Alain Juppé a sorti la Sécu, il n'a pas sorti l'hôpital. Mais dans la proposition du programme de François Fillon, il y a que les hôpitaux publics qui le souhaitent progressivement pourraient prendre un statut privé à but non lucratif, afin de moduler les salaires. Tout le personnel serait contractuel, c'est la fin du statut de fonction publique. Donc il y a un parallélisme. Hein. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que praticien? Concrètement, ça veut dire qu'un hôpital privé choisit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Il dit par exemple, les soins des gangrènes, des pieds diabétiques, moi c'est pas rentable, je ne le fais pas. Mais la dialyse, c'est très rentable, je le fais. La chirurgie de l'obésité, c'est très rentable. Il y a 50 000 opérations de chirurgie de l'obésité en France. C'est un abus colossal. Hein oui, voilà. Alors on a publié une enquête mais moi, sur ça ne me gêne dialyses. pas qu'un privé dise, moi je vais faire un certain nombre de choses et pas d'autres. Par exemple, vous avez remarqué que les maternités privées ferment. Parce que l'accouchement par voie basse en France n'est pas rentable. Mais par contre, la césarienne l'est. Donc si vous prenez les 13 maternités qui font le plus césarienne, vous avez 11 maternités privées. Donc voilà, donc il y a une logique. Et donc ça veut dire que toutes les maladies chroniques, par exemple le cancer, le diabète... tout dépend si on les rend rentables ou pas. Hein, par exemple, les soins palliatifs n'étaient pas rentables. On les a rendus rentables. Alors tout le monde veut faire des soins palliatifs. Bon, donc il y a une logique de business, et d'ailleurs les directeurs d'hôpitaux parlent de business plan. On ne vous dit plus que vous êtes dévoué, on vous dit que vous travaillez à flux tendu. Non, on dit qu'il faut la mobilité. Il n'y a plus des équipes. Hein, c'est fini l'idée qu'il y ait des équipes. L'infirmière, un jour est au 5e, un jour au 3e. Finalement, l'infirmière, elle peut être remplaçable. Bon. Donc, c'est ça qui fait la dégradation du travail. Donc, il y a une logique entrepreneuriale. Et qu'est-ce que disent les directeurs d'hôpitaux? Ils disent, nous, on est pris dans cette logique-là, mais on a un statut de fonction publique. Donc, actuellement, il y a 45%
des directeurs d'hôpitaux qui veulent changer le statut de l'hôpital. Parce qu'ils veulent devenir des managers. Et la Fédération de l'hospitalisation publique, dans son texte pour les élections, demande qu'on aille vers ça, vers des établissements privés. C'est-à-dire que là, l'établissement, il joue contre la Sécu. L'établissement privé, son but à lui, c'est la rentabilité pour son hôpital. C'est le texte rendu public la semaine dernière que absolument. vous évoquez là, signé par les directeurs d'hôpitaux. Tout ça est dit, on y va très lentement. Hein. En gros, la logique de faire tout à la T2A, non pas comme d'utiliser la tarification de l'activité comme une technique de financement pour des actes techniques standardisés, programmés, mais comme une politique. Hein, vous dites à un établissement, vous devez chercher à être rentable. Pas vous devez chercher à dépenser le moins pour la collectivité. Nos directeurs nous envoient comme message, augmenter l'activité, augmenter l'activité. Hein, donc c'est incroyable. Hein. Le but d'un médecin, ce serait plutôt de diminuer l'activité, de faire de la prévention. Alors dans ce compromis historique, avec la médecine libérale, les conséquences de ça, c'est à très long terme. Hein. C'est d'abord que ça ne va pas être un système universel. Il a fallu attendre la CMU, 2000. On n'a pas créé un service de la médecine de proximité, travaillant en équipe. On est resté sur très longtemps le médecin seul, ne travaillant pas avec des infirmières, travaillant pas. Bon, c'est depuis 10 ans que les médecins se mettent, comme m'a dit de Nantes, la maison de santé, et que maintenant le Conseil de l'ordre accepte. On n'a pas construit un système de santé et de prévention. On a construit un système de soins. Donc, des compromis historiques, vous voyez, dans la durée, ça se paye. Hein. J'ai le sentiment que depuis quelques années, on parle beaucoup plus de politique de prévention, que ça semble être beaucoup plus au cœur des préoccupations du ou des ministres de la Santé qui se succèdent. Est-ce que c'est exact? Alors, on en parle, mais les moyens suivent peu. Alors, pourquoi on en parle? On en parle parce que le grand problème du système de santé qui met en faillite notre système, il est, au fond, en termes de soins, un des meilleurs du monde. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une vision catastrophique. Hein. On est avec les Japonais en termes de soins, hein, premier ou deuxième. En termes de prévention, de mortalité évitable avant l'âge de 65 ans, on est très mauvais. On est juste avant les anciens pays de l'Est. Hein, très mauvais. Alors, ce qui met le système en crise en profonde, c'est l'épidémie des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'il y a 20 millions de Français qui sont touchés par des facteurs de risque comme l'hypertension ou des maladies chroniques. Et ce taux augmente considérablement. On l'a vu pour la Sécu, parce que ces gens sont pris à 100% par la Sécu à juste titre. Il y a des études américaines faites par des assureurs privés qui montrent que prendre à 100% des patients qui ont des maladies chroniques, c'est moins coûteux que de laisser un reste à charge. Ouais. Il y a une étude publiée dans New England, la plus grande revue de médecine, qui montre qu'on prend des gens qui ont fait des infarctus du myocarde, on leur donne leurs soins gratuits contre les autres qu'on va laisser avec $50 à charge par mois. Ceux qui sont gratuits ont meilleure observance des traitements, moins de récidives d'accidents, c'est moins cher pour l'assureur. Donc l'histoire de responsabilisation, c'est une vue qui compare la santé à l'achat d'une voiture ou à l'achat de produits. Voilà. Oui. Et dans la santé, qu'est-ce qui se passe, évidemment? Qu'est-ce qui se passe, évidemment? C'est que c'est très dur de juger si c'est la qualité. Ce que cherche tout le monde, c'est la qualité. Et quand vous avez des difficultés pour vous rendre compte, c'est très difficile. Même pour un médecin, c'est difficile. Hein, même moi, quand j'ai un problème qui n'est pas de ma spécialité, je demande à un collègue où aller. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils regardent le prix et disent si c'est cher, c'est que c'est mieux, au moins pour l'enfant. Hein, et donc, on vous dit c'est le grand cancérologue. Ah, bah, c'est très cher sa consultation. Oui, mais pour un cancer, eh ben, vous vous endettez. Alors, comment vous expliquez que cette idée, ou bien d'une sécurité à 100%, version Mélenchon, ou bien du système que vous proposez d'une complémentaire sécurité sociale, ne progresse absolument pas dans les milieux politiques? Alors ça, il y a un problème quand même de lobby, quand même. C'est-à-dire que les deux forces principales à ce jour, qui étaient d'une part le Parti socialiste, d'autre part les Républicains, anciens UMP, les uns sont très liés aux mutuelles, les autres très liés aux assureurs privés, comme on l'a vu avec Fillon, avec AXA. Hein. Donc, a été mis en 2004, ont été regroupés dans un organisme qu'on appelle l'UNOCAM, les complémentaires et les mutuelles, sont les complémentaires, les mutuelles, les instituts de prévoyance et les assureurs privés. Pour donner l'impression qu'il y a deux piliers. Il y a l'INCAM, la Sécu, et l'UNOCAM. Hein. Et donc, il y a un conflit entre mutualistes et assureurs privés, mais il y a un intérêt commun.
L'intérêt commun, c'est de dire on veut bien gérer le système de santé, prendre les 20 milliards que nous donne Fillon, mais on veut l'organiser. C'est ça la condition. Eux, parce qu'ils ne veulent pas absolument prendre tout le... Ils veulent prendre d'abord ce qui peut être rentable, mais même en dehors de ça, le problème, c'est de l'organiser. Et l'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire conventionnement sélectif des professionnels de santé qui deviennent nos employés et qui prescrivent ce que l'on dit qu'il faut prescrire. Aux USA, quand vous êtes médecin, avant de prescrire, vous téléphonez à l'assureur et il vous dit c'est cet antibiotique-là et pas celui-là. C'est une logique de business marché. Mais alors, vous décrivez des liens de lobbying entre les mutuelles et le Parti socialiste. Ah oui. Donc la carrière de beaucoup quand même de socialistes aurait été l'UNEF, l'AMNEF, puis etc. Bon, donc le monde mutualiste a des liens et le monde des assureurs privés a des liens. AXA, donc ça serait fini avec une médecine libérale telle qu'on l'a connue. Oui, c'est pour ça qu'il y a une opposition quand même de la vieille médecine libérale, je veux dire canal historique, hein, qui est arc-bouté sur sa boutique et qui est quand même ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire elle était très violente contre les filières de soins, les réseaux de soins que proposaient les mutuelles et les socialistes, c'était vent debout. Et puis maintenant, tout d'un coup, ils sont en train de la défendre parce qu'ils ne veulent pas non plus la Sécu. Parce qu'en France, le monde libéral est hostile à l'État, hostile à la Sécu, il veut pouvoir gérer. Et ça, c'est inscrit dedans. Alors, dans les réformes de la Sécu, c'est-à-dire qu'une idée géniale de la Sécu, ça a été ce qu'évoquait Gilles Perret, c'est qu'au fond, la Sécu n'était pas étatique. C'était une idée d'un bien commun géré par les organisations syndicales, à l'époque, la CGT. Alors, indépendamment de savoir bonne gestion ou pas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y avait une idée forte. C'est ni privé, ni État. On n'a pas confiance dans l'État, et on ne veut pas que ce soit privé, ça nous appartient. Et au fond, on y met des sommes qui doivent être dédiées et qu'on veut pouvoir gérer. Alors, à l'époque, gestion même paritaire, syndicat patronat, ça a un sens, parce que l'essentiel des dépenses de santé 45 sont les indemnités journalières. Si vous perdez, vous êtes malade, vous ne pouvez plus nourrir votre famille. Ce n'est pas le coût des médicaments, ce n'est même pas le coût de l'hospitalisation. Bon, aujourd'hui, tout a changé. Et aujourd'hui, il serait logique qu'on ait une Sécu avec une cogestion, avec l'État, des usagers, sous différentes formes, associations de patients et autres, les partenaires syndicaux, sociaux, et les professionnels de santé. Que les professionnels de santé rentrent dans une logique de gestion plutôt que d'être dans l'hostilité à Madame la Caisse, alors que c'est une chance. La Sécu est une chance pour les patients, mais aussi pour les médecins. Oui. Autrement, ils passeront sous la tutelle, des financeurs, et là, ils comprendront. Hein, ils seront peut-être un peu mieux payés, mais alors la liberté professionnelle, c'est fini. Ils obéiront. Bien. André Grimaldi, merci beaucoup. C'est à vous.